On en a parlé à plusieurs reprises dans cette série, les Inuits sont presque entièrement dépendants du mazout pour leurs besoins en énergie. Nous avons exploré plusieurs pistes pour réduire les consommations en énergie et améliorer le confort des logements. Mais il reste encore à remplacer ce mazout par des énergies renouvelables. Et ce n'est pas simple, en raison de l'éloignement géographique, du climat du Nunavik, des préoccupations liées à l'emploi, au confort, et parce que cette transition doit se faire avec et pour les Inuits. Alors, quelles sont les perspectives pour un Nunavik alimenté à l'énergie renouvelable? C'est le sujet de cette Minute Éclair. Comment expliquer la dépendance des Inuits au mazout? Environ le 3/4 du mazout utilisé au Nunavik sert au chauffage de l'air et de l'eau des habitations. Et ce chauffage est presque exclusivement produit par des fournaises individuelles dans chaque logement. L'alimentation en mazout de ces milliers de réservoirs multiplie les risques de déversement et donc de pollution des sols. Elle a un impact sur l'air ambiant des habitations, la pollution de l'air des villages et le dérèglement climatique. Et bien souvent, cette installation occupe une pièce complète d'un logement. Quand on manque déjà de place pour loger sa famille, dévouer une pièce dans chaque maison à la fournaise, ce n'est pas l'idéal. Pourtant, ça n'est pas simple de sortir de ce système de chauffage. Un tarif dissuasif s'applique pour le chauffage à l'électricité. Suffisamment dissuasif pour que personne ne puisse se chauffer à l'électricité. Et dans les logements privés, le mazout est subventionné pour favoriser son utilisation. Bref, avec un tel système, on n'est pas prêt de sortir des fournaises au mazout. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Patrick Labbé, chef innovation, projet et conversion pour la direction des réseaux autonomes à Hydro-Québec, nous explique. Pour le Nunavik, on a un tarif dissuasif, donc on incite les clients à utiliser l'énergie dans sa forme la plus efficace, donc pour le chauffage. Puis nous, on utilise l'électricité pour les besoins de base, l'éclairage et les appareils, les électroménagers. On aurait pour le même service plus d'émissions de GES et des centrales plus grosses, parce qu'on n'a pas le même rendement à utiliser le mazout à faire du chauffage. Donc, c'est vraiment une question d'être efficace. Bref, chauffer individuellement chaque logement permet de consommer moins de mazout que de produire de l'électricité pour chauffer ces logements. Cette solution évite également à Hydro-Québec de creuser son déficit d'opération tandis que la vente de mazout génère une économie locale organisée par la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec ou FCNQ. Mais avec l'interdiction de ce type de fournaise presque partout au Québec, sauf au Nunavik, les prix vont assurément grimper. Il faut donc agir maintenant pour remplacer le mazout par des énergies renouvelables. Et c'est ce que fait Hydro-Québec pour la production d'électricité du Nunavik avec son plan de conversion. Comment remplacer le mazout par des énergies renouvelables? Pour l'ensemble de nos réseaux autonomes. Donc, on vise un approvisionnement renouvelable de 70% d'ici 2025. Pour y arriver, on a décliné plusieurs projets. Pour le Nunavik, plus concrètement, il y a le projet d'Inukjuak qui est en cours de réalisation. On a aussi fait des projets pilotes solaires à Quactac. Donc, on a fait une installation de solaire centralisée. On a aussi fait une installation de solaire sur des toitures avec l'OMHK et Transition énergétique Québec. On a fait aussi un test, un projet pilote d'installation de système de stockage de 600 kW à Quactac. C'est comme un genre de micro-réseau, un banc d'essai qu'on a fait là. Et on négocie aussi avec différentes entités des futurs projets d'énergie éolienne. Mais sachant que la majeure partie des besoins associés au mazout proviennent du chauffage, pourrait-on envisager d'aller encore plus loin en convertissant ce chauffage à de l'électricité issue de sources renouvelables? C'est en partie ce que fait Hydro-Québec avec le projet d'Inukjuak. Dans le cas d'Inukjuak, par exemple, ça, c'est un des dossiers qu'on a fait approuver à la Régie de l'énergie. On a fait un contrat d'achat d'énergie. On a dû travailler avec la communauté en partenariat. Eux, ils se sont associés à un fournisseur. Ils ont fait un consortium. Donc, c'est un projet qui était très cher aux yeux de la communauté. Mais on a revu justement le modèle d'affaires dans sa globalité. Puis, on a travaillé avec la communauté pour justement s'assurer d'optimiser notre scénario. Puis dans ce cas-là, pour atteindre la rentabilité, parce que c'était des investissements vraiment importants, on a dû augmenter comme les ventes d'énergie électrique là, pour financer leurs investissements. La façon de faire était justement de procéder à la conversion du chauffage
du mazout vers l'électricité. Là, on avait un défi, c'est que c'est une centrale hydraulique au fil de l'eau. On n'avait pas les grands barrages comme on voit ici, là, c'est ceux qui alimentent moins le sud du Québec. Donc, on n'avait pas de bassin ou de réserve suffisante pendant les périodes de froid. La production d'électricité est dépendante de l'hydraulicité de la rivière qui diminue avec le froid. Donc, on a dû instaurer un système de chauffage bi-énergie sur les résidents à laquelle on peut s'assurer de contrôler la charge pour qu'elle soit égale à la production hydraulique. Alors, qu'est-ce qui permet à Hydro-Québec d'approvisionner une partie du chauffage en électricité à Inukjuak? Eh bien, c'est la prise en compte de bénéfices sociaux et environnementaux qui vont au-delà de la rentabilité, comme nous l'explique Patrick. On a comme critère de faire une transition énergétique en se comparant au statu quo. Donc, on veut être plus performant que le statu quo. Un autre critère, bien sûr, c'est la fiabilité d'alimentation. Fait que ça, c'est sûr, la fiabilité, c'est un service essentiel. On est en région éloignée. Donc, c'est pas à négliger. L'autre critère, c'est aussi l'acceptabilité sociale et environnementale. Bien sûr, quand on parle d'activité économique, quand on parle de création d'emplois, quand on parle aussi d'impact dans le milieu, c'est important d'être à l'écoute de la communauté, de voir quels sont les commentaires, les opinions. Parce que souvent, faut s'adapter aussi là, à leur contexte. Il faut arriver avec des solutions qui répondent à tout ça. T'sais. Et bien sûr, la réduction de gaz à effet de serre. Un autre point essentiel ayant permis au projet d'Inukjuak de voir le jour, c'est que le chauffage électrique va permettre à Hydro-Québec de réaliser des revenus additionnels. En effet, la réglementation exige que, lorsque Hydro-Québec demande l'approbation d'un contrat d'approvisionnement comme à Inukjuak, elle doit démontrer que ce contrat comporte le prix le plus bas pour la quantité d'électricité et les conditions demandées. Supprimer cette exigence du prix le plus bas favoriserait donc une production d'électricité renouvelable qui n'a peut-être pas le prix le plus bas, mais présente d'autres bénéfices sociaux et environnementaux pour les populations. Je parie que si vous étiez toujours à risque de mettre les pieds dans une flaque de mazout, vous seriez prêt à payer un petit peu plus pour l'éviter, n'est-ce pas? Alors, me direz-vous, qui va payer cette différence entre le prix le plus bas et une autre solution présentant plus de bénéfices sociaux et environnementaux? Eh bien, selon la réglementation actuelle, ce seraient les consommateurs d'électricité. Mais il faut relativiser l'effet qu'aurait ce surcoût de production pour 12 000 habitants du Nunavik répartis sur la facture des 8,5 millions de Québécois. On pourrait aussi imaginer d'autres solutions comme financer ces bénéfices sociaux et environnementaux par les revenus issus du marché du carbone. Qu'est-ce que l'engagement communautaire ? Une autre clé du succès de la transition du Nunavik vers des énergies renouvelables, c'est l'engagement communautaire. Pour la majorité des villages au Nunavik, on a des discussions avec l'entreprise Tarkuti. Tarkuti, c'est comme une entité inuit, 100% inuit, là, qui est composée de Makivik et de la FCNQ. Donc, deux grosses entités là, qui sont très présentes là, dans le nord du Québec. L'objectif de Tarkuti, c'est justement de faire partie prenante de la transition énergétique. Donc, on a beaucoup de dialogue avec eux et on a convenu ensemble d'une certaine vision, d'un certain modèle d'affaires pour la transition énergétique. On travaille avec Tarkuti pour qu'eux puissent être propriétaires ou bâtir ces parcs de production éolien. L'intégration d'énergie renouvelable pour un village donné implique nécessairement une diminution de vente de carburant, donc une baisse de leurs activités économiques. Il faut travailler en partenariat avec ces communautés-là pour s'assurer qu'ils fassent partie prenante des solutions. L'entreprise Tarkuti est donc un interlocuteur privilégié d'Hydro-Québec pour la transition énergétique du Nunavik. Mais au fait, c'est qui Tarkuti ? Son directeur général par intérim, Joey Lance, nous explique. L'échange entre la Société Makivik et la Fédération des coopératives est venue l'idée de créer un partenariat, une filiale, donc co-détenue par les deux grandes entités économiques et qui appartient aux Inuits. Fait qu'ensemble, ils se sont dit, allons-y. Oui, développons des projets, mais dotons-nous d'une structure qui va nous permettre de vraiment devenir un développeur de projets. Et les projets, on veut les développer dans chacune des communautés en partenariat avec les parties prenantes locales. Le modèle d'affaires qu'on veut développer, c'est de créer des sociétés en commandite dans chacune des communautés où la coopérative locale et la corporation foncière locale vont être membres importants dans l'équité des projets, puis dans l'opération des projets, dans les retombées économiques et surtout les retombées économiques des projets. Tarkuti est donc un projet pour la transition énergétique
par les Inuits et pour les Inuits. Pour assurer cette transition, l'engagement communautaire est essentiel, comme nous l'explique Joey. On souhaite tous réaliser des projets le plus vite possible, mais si on ne fait pas la portion d'engagement communautaire, de bien développer des partenariats avec les parties prenantes locales, de bien présenter, de bien expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, aller chercher l'adhésion, la mobilisation et surtout l'adhésion des parties prenantes locales dans le développement des projets, c'est essentiel. On ne veut pas arriver avec une approche top-down, là, si je peux me permettre l'expression, là, d'imposer des projets ou de dire c'est ça qui est bon, c'est ça qui va fonctionner. On veut vraiment y aller de façon collaborative. Et Tarkouti a trouvé une façon originale d'impliquer la communauté. On veut aussi éventuellement engager des champions. On les appelle nos champions, mais des champions dans chacune des communautés. Au moins un représentant là, qui va être une espèce de courroie d'entraînement qui va faciliter ces échanges-là, les développer, les permettre, qu'on va former aussi. Nous, ce qu'on veut, finalement, c'est d'assurer le maximum de retombées économiques au sein de la communauté avec une structure qui est 100% Inuit finalement. Comme elle se fait présentement dans les produits pétroliers, mais là, l'idée, c'est de faire une transition vers les énergies propres et de s'assurer que ça demeure une activité qui bénéficie, qui est la propriété à 100% des Inuits et qui en bénéficie à 100%. Au-delà d'un projet d'énergie, Tarkouti, c'est une question de fierté. On a besoin de l'industrie, on a besoin de travailler ensemble et de se supporter, mais le fait que les Inuits se prennent en main pour développer ce secteur d'activité-là, je pense qu'il doit aussi être respecté, être supporté et encouragé. C'est des défis énormes pour des projets pas si gros, mais en même temps extrêmement significatifs. Si les Inuits ont réussi dans tous les autres secteurs d'activité, pourquoi pas dans les énergies renouvelables? Les Inuits veulent des énergies plus propres, mais ces projets suscitent aussi des inquiétudes. Les gens sont au courant, les gens le savent, les gens veulent des énergies plus propres. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais encore, quels vont être les impacts sur la faune, sur les animaux, sur les oiseaux migrateurs dès qu'on approche la côte? Puis évidemment, les villages sont tous en périphérie des côtes. La vie marine est extrêmement importante là, pour la nation Inuit. Puis comme on dit, la mer, c'est le garde-manger des Inuits. Tarkouti est donc à l'écoute des préoccupations de la population pour définir les meilleurs choix énergétiques pour le Nunavik. Et en ce qui concerne le chauffage des logements, quelle serait la solution idéale? Si on pouvait aller vers une production d'électricité suffisamment grande pour convertir les bâtiments au chauffage électrique, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Par contre, là où ça représente un défi, c'est qu'il faut toujours quand même s'assurer qu'il y ait un backup, un backup qui va pouvoir prendre ces charges-là si jamais au niveau du renouvelable, ça peut pas être fait ou ainsi de suite. Fait que ça aussi, ça demande des grosses réflexions. Et quelles sont les sources privilégiées pour la production d'énergie? On a monté des tours de mesure de vent, on étudie le solaire en ce moment, mais on veut pas non plus se limiter à ces deux technologies-là. C'est ce qu'on croit qui est le plus prometteur ou le plus près de réalisation. Il y a une volonté aussi de développer des énergies renouvelables à partir des ressources de proximité. Tu sais, c'est quoi les ressources sur place à notre disposition? Puis évidemment, on regarde d'autres technologies avec d'autres partenaires potentiels. On entend beaucoup, les gens ne veulent pas de barrage, ne veulent pas de gros projets là, qui pourraient avoir un impact sur le réseau hydrographique, mais peut-être des centrales au fil de l'eau. Il y aurait peut-être un appétit dans certains endroits ou des possibilités de le faire. Fait que c'est quelque chose qu'on veut regarder aussi. L'hydrokinétique, ça peut représenter, par contre, ça aussi, il y a des gros défis. Là. Comme je disais, c'est l'Arctique. Fait que, il y a des glaces qui collent aux infrastructures sous l'eau. Fait que ça aussi, ça va demander de la recherche. Puis, encore une fois, cette technologie-là, c'est quoi l'impact sur la faune marine? On regarde la possibilité de la biomasse. Par contre, la biomasse, on parle de volume 2 à 3 fois plus grand que le pétrole nécessaire pour assurer cette transition-là. Il faut la transporter. Évidemment, la biomasse n'est pas disponible sur le territoire. Il faut la transporter au nord. Fait que là, c'est des coûts de transport. Il y a une empreinte de carbone, veut pas, qui est associée aussi au transport de cette matière-là au nord. Ensuite, l'entreposage
Est-ce que l'entreposage doit être à l'abri des intempéries, à température contrôlée, à humidité contrôlée? Parmi les défis des communautés du Nunavik en ce moment, comme à Salouit, par exemple, il n'y a plus de terrain de disponible, même pour construire des maisons. Fait que, où est-ce qu'on peut entreposer cette matière première? Tarkouti étudie donc toutes les possibilités, et parmi celles-ci, la géothermie, une énergie renouvelable et locale issue de la chaleur de la Terre. Jasmin Raymond est professeur à l'Institut national de la recherche scientifique. Il nous explique comment la géothermie pourrait à long terme combler 100% des besoins en énergie du Nunavik. Il y aurait intérêt à implémenter les ressources géothermiques dans le Nord puisque c'est une source d'énergie qui est locale. Pour le développement, je crois, de toute société, ça prend une énergie qui est abordable, qui est propre et qui provient de ressources locales. De transporter une forme d'énergie pour l'amener à une autre, c'est ce qu'on fait en ce moment avec le diesel. Ça a des conséquences importantes, ça a des coûts qui sont élevés. Qui à court terme, on pense que ce sont des petits projets comme ça de pompes à chaleur géothermique qui peuvent être installés avec des échangeurs de chaleur relativement superficiels dans des tranchées de 1 mètre, 2 mètres de profondeur ou dans des forages verticaux qui peuvent peut-être avoir 100, 200 mètres de profondeur. À moyen terme, ce qu'on regarde à travers nos recherches, ça serait d'aller chercher de l'énergie dans le sol, mais encore plus profond. Où là, on voudrait faire des forages à peut-être 4 à 6 km de profondeur et aller chercher de l'eau chaude qui est à plus de 100-120 degrés Celsius pour activer des turbines et produire de l'électricité renouvelable. Ça, c'est le genre de projet qui permettrait un jour, peut-être, de combler 100% des besoins énergétiques de petites communautés nordiques avec des sources renouvelables, mais qui vont prendre beaucoup plus de temps à se développer puisqu'ils demandent des moyens colossaux. Tous les systèmes énergétiques doivent être très fiables et redondants parce que c'est une question de sécurité. Et développement de nouvelles technologies, ça prend du temps. Un exemple que je donne souvent, que j'aime bien donner, c'est le développement de l'énergie éolienne pour le sud du Québec. Les premières éoliennes ont été installées aux îles de la Madeleine dans les années 70 avec des projets pilotes, des expériences de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec qui ont été des échecs monumentaux, qui n'ont pas fonctionné, mais sur lesquels on a appris énormément sur le plan scientifique. Et à peu près 40 ans plus tard, là, je dirais peut-être au tournant des années 2010, c'est là qu'on a commencé à installer de plus en plus de parcs éoliens et qu'on a eu le début d'une industrie éolienne au Québec. Donc, ça a pris à peu près 40 ans à développer la filière éolienne pour le sud du Québec. Il y a des mécanismes pour accélérer la transition énergétique. Il y a des mécanismes qui sont au niveau de la recherche, encourager la recherche pour développer les nouvelles technologies, les projets pilotes, former les communautés locales. Il y a des mécanismes aussi politiques pour justement subventionner ces formes d'énergie alternatives. Il y a des mécanismes réglementaires. Au final, ce sont des sociétés qui consomment l'énergie. Et pour cette raison, il faut avoir un regard large c'est ça qui, lorsqu'on regarde la transition énergétique, il faut regarder tous les aspects. Hein. C'est pas juste le technique, mais c'est aussi les aspects dans l'ordre de logistique, les aspects aussi culturels qui sont très importants. Là. Assurer la transition du mazout vers des énergies renouvelables au Nunavik n'est pas chose facile. C'est loin, il fait froid et tout coûte cher. Mais s'il y a des gens qui sont habitués à ce climat particulier, ce sont bien les Inuits. Et les acteurs du développement l'ont compris en se mettant à leur écoute pour trouver des solutions énergétiques fiables qui maximisent les retombées locales. Ensemble, ils tentent de trouver un équilibre entre les enjeux environnementaux et de logement. Mais des limites réglementaires comme l'obligation de démontrer le prix le plus bas pour les contrats d'électricité limitent ce développement. Plus que jamais, les enjeux énergétiques du Nunavik prouvent qu'on ne peut se limiter à une analyse strictement économique. Les bénéfices sociaux et environnementaux des populations doivent donc être mieux considérés. C'est un travail d'équipe qui doit être mené pour comprendre les priorités des populations, ce qui passe par l'engagement communautaire. Après tout, qui de mieux que les Inuits eux-mêmes pour identifier les obstacles et trouver des solutions viables et durables dans le temps pour leur communauté. Finalement, assurer une transition où chacun y trouve son compte, c'est sûrement ça la clé du succès.